Bien que notre discussion se fût terminée courtoisement, il n'en subsista pas moins après cet acharnement et cette explication une légère froideur entre mes contradicteurs et moi. Le couple allemand se montrait réservé, tandis que l'Italien se complaisait à me demander sans cesse, les jours suivants, avec un petit air moqueur, si j'avais des nouvelles de la cara signora Henrietta. Malgré l'urbanité apparente de nos manières, il y avait à notre table quelque chose d'irrévocablement détruit dans la loyauté et la franchise de nos rapports. La froideur ironique de mes anciens adversaires m'était rendue plus frappante par l'amabilité toute particulière que Madame C. me manifestait depuis cette discussion. Elle qui d'habitude était de la plus extrême discrétion et qui en dehors des repas ne se laissait presque jamais aller à une conversation avec ses compagnons de table, elle trouva alors plusieurs fois l'occasion de m'adresser la parole, dans le jardin, et je pourrais presque dire de m'honorer en me distinguant, car la noble réserve de ses manières conférait à un entretien particulier le caractère d'une faveur spéciale. Oui, pour être sincère, je dois dire qu'elle me recherchait vraiment, et qu'elle saisissait chaque occasion d'entrer en conversation avec moi, et cela si visiblement que j'aurais pu en concevoir des pensées vaniteuses et étranges si elle n'eût pas été une vieille dame à cheveux blancs. Mais chaque fois que nous parlions ainsi, notre conversation revenait inéluctablement à notre point de départ, à Madame Henriette. Madame C. paraissait prendre un plaisir secret à accuser de manque de sérieux et de tenue morale cette femme oublieuse de son devoir. Mais en même temps, elle paraissait se réjouir de la fidélité avec laquelle ma sympathie était restée du côté de cette femme fine et délicate, et de voir qu'à chaque fois, rien ne pouvait m'amener à renier cette sympathie. Toujours, elle orientait nos entretiens dans ce sens. Finalement, je ne savais plus que penser de cette insistance singulière et presque empreinte de spleen. Cela dura quelques jours, 5 ou 6, sans qu'une de ses paroles eût trahi la raison pour laquelle ce sujet de conversation avait pris pour elle une certaine importance. Mais j'en acquis la certitude lorsqu'au cours d'une promenade, je lui dis par hasard que mon séjour ici touchait à sa fin et que je pensais m'en aller le surlendemain. Alors son visage d'ordinaire si paisible prit soudain une expression étrangement tendue, et sur ses yeux gris de mer passa comme l'ombre d'un nuage. « Quel dommage, j'aurais encore tant de choses à discuter avec vous, dit-elle. Et dès ce moment, une certaine agitation, une certaine inquiétude indiqua que tout en parlant, elle songeait à quelque chose d'autre, qui l'occupait vivement et qui la détournait de notre entretien. Puis cet état d'absence sembla la gêner elle-même, car après un silence soudain, elle me tendit brusquement la main en déclarant « Je vois que je ne puis pas exprimer clairement ce que je voudrais vous dire. Je préfère vous écrire. » Et, d'un pas plus rapide que celui que j'étais habitué à lui voir, elle se dirigea vers l'hôtel. Effectivement, le soir, peu de temps avant le dîner, je trouvai dans ma chambre une lettre d'une écriture énergique et franche, bien à elle. Malheureusement, j'ai fait montre d'une certaine insouciance concernant la correspondance reçue dans mes années de jeunesse, si bien que je ne puis pas reproduire le texte même de sa lettre, je dois me contenter d'en indiquer à peu près la teneur, où elle me demandait si elle pouvait se permettre de me raconter un épisode de sa vie. Cet événement, écrivait-elle, était si ancien qu'il ne faisait pour ainsi dire plus partie de sa vie actuelle, et du fait que je partais dès le surlendemain, il lui devenait plus facile de parler d'une chose qui, depuis plus de 20 ans, l'avait occupée et tourmentée intérieurement. Si donc un tel entretien ne m'était pas importun, elle me priait de lui accorder 1 heure. Cette lettre, dont je n'esquisse ici que le contenu, me fascina extraordinairement. Son anglais, à lui seul, lui donnait un haut degré de clarté et de fermeté. Néanmoins, il ne me fut pas aisé de trouver une réponse, et je déchirai 3 brouillons avant de lui répondre. C'est pour moi un honneur que vous m'accordiez tant de confiance, et je vous promets de répondre sincèrement au cas où vous me le demanderiez. Naturellement, il va sans dire que vous restez libre de ce que vous voudrez me confier. Mais ce que vous me raconterez, racontez-le, à vous et à moi, avec une entière vérité. Je vous prie de croire que je considère votre confiance comme une exceptionnelle marque d'estime. Le soir même, mon billet passa dans sa chambre, et le lendemain matin, je trouvai cette réponse. Vous avez parfaitement raison. La vérité à demi ne vaut rien. Il la faut toujours entière.
Je rassemblerai toutes mes forces pour ne rien dissimuler vis-à-vis de moi-même ou de vous. Venez après dîner dans ma chambre. À 67 ans, je n'ai à craindre aucune fausse interprétation, car dans le jardin ou dans le voisinage des gens, je ne puis parler. Croyez-moi, il ne m'a pas été facile de me décider. Avant la fin de la journée, nous nous vîmes encore à table et nous conversâmes gentiment de choses indifférentes. Mais dans le jardin déjà, me rencontrant, elle m'évita avec une confusion visible, et ce fut pour moi pénible et touchant à la fois de voir cette vieille femme aux cheveux blancs s'enfuir devant moi, craintive comme une jeune fille, dans une allée de pins parasols. Le soir, à l'heure convenue, je frappai à sa porte. Elle s'ouvrit aussitôt. La chambre était plongée dans une certaine pénombre. Seule une petite lampe sur la table jetait un cône de lumière jaune dans la pièce, où régnait déjà une obscurité crépusculaire. Sans aucun embarras, Madame C. vint à moi, m'offrit un fauteuil et s'assit en face de moi. Chacun de ses mouvements, je le sentais bien, était étudié. Mais il y eut une pause, manifestement involontaire, celle qui précède une résolution difficile, pause qui dura longtemps, très longtemps, et que je n'osais pas rompre en prenant la parole, parce que je sentais qu'ici une volonté forte luttait énergiquement contre une forte résistance. Du salon au-dessous montaient parfois en tourbillonnant les sons affaiblis et décousus d'une valse, et j'écoutais avec une grande tension d'esprit, comme pour ôter à ce silence un peu de son oppression. Elle aussi semblait être désagréablement affectée par la dureté antinaturelle de ce silence, car soudain elle se ramassa comme pour s'élancer, et elle commença. Il n'y a que la première parole qui coûte. Je me suis préparée depuis déjà 2 jours à être tout à fait claire et véridique. J'espère que j'y réussirai. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pourquoi je vous raconte tout cela, à vous qui m'êtes étranger. Mais il ne se passe pas une journée, à peine 1 heure, sans que je pense à cet événement. Et vous pouvez en croire la vieille femme que je suis, si je vous dis qu'il est intolérable de rester le regard fixé, sa vie durant, sur un seul point de son existence, sur un seul jour. Car tout ce que je vais vous raconter occupe une période de seulement 24 heures sur 67 ans. Et je me suis moi-même souvent dit jusqu'au délire, quelle importance si on a eu un moment de folie, un seul. Mais on ne peut pas se débarrasser de ce que nous appelons, d'une expression très incertaine, la conscience. Et lorsque je vous ai entendu examiner si objectivement le cas Henriette, j'ai pensé que peut-être cette façon absurde de me tourner vers le passé et cette incessante accusation de moi-même par moi-même prendrait fin si je pouvais me décider à parler librement devant quelqu'un de ce jour unique de ma vie. Si au lieu d'être de religion anglicane, j'étais catholique, il y a longtemps que la confession m'aurait fourni l'occasion de me délivrer de ce secret. Mais cette consolation nous est refusée, et c'est pourquoi je fais aujourd'hui cette étrange tentative de m'absoudre moi-même en vous prenant pour confident. Je sais que tout cela est très singulier, mais vous avez accepté sans hésiter ma proposition, et je vous en remercie. Donc, je vous ai déjà dit que je voudrais vous raconter un seul jour de ma vie. Le reste me semble sans importance et ennuyeux pour tout autre que moi. Jusqu'à mes 42 ans, il ne m'arriva rien que de tout à fait ordinaire. Mes parents étaient de riches landlords en Écosse, nous possédions de grandes fabriques et de grandes fermes, nous vivions, à la manière de la noblesse de notre pays, la plus grande partie de l'année dans nos terres et à Londres pendant la season. À 18 ans, je fis dans une société la connaissance de mon mari. C'était le second fils de la notoire famille des Eyre et il avait servi dans l'armée des Indes pendant 10 ans. Nous nous mariâmes sans tarder et nous menions la vie sans souci de notre classe sociale. 3 mois à Londres, 3 mois dans nos terres et le reste du temps d'hôtel en hôtel, en Italie, en Espagne et en France. Jamais l'ombre la plus légère n'a troublé notre mariage. Les 2 fils qui nous naquirent sont aujourd'hui des hommes faits. J'avais 40 ans lorsque mon mari mourut subitement. Il avait rapporté de ses années passées sous les tropiques une maladie du foie. Je le perdis au bout de 2 atroces semaines. Mon fils aîné avait déjà commencé sa carrière, le plus jeune était au collège. Ainsi, du jour au lendemain, j'étais devenue complètement seule, et cette solitude était pour moi, habituée à une communauté affectueuse, un tourment terrible.
Il me paraissait impossible de rester un jour de plus dans la maison déserte, dont chaque objet me rappelait la perte tragique de mon mari bien-aimé. Aussi, je résolus de voyager beaucoup pendant les années à venir, tant que mes fils ne seraient pas mariés. J'allais d'abord à Paris, parcourant dans mon désœuvrement les magasins et les musées. Mais la ville et les choses, tout me restait étranger, et j'évitais les gens parce que je ne supportais pas les regards de compassion polis qu'ils jetaient sur mes vêtements de deuil. Il me serait impossible de raconter aujourd'hui comment passèrent ces mois de vagabondage morne et sans éclaircie. Je sais seulement que me hantait toujours le désir de mourir. Mais la force me manquait pour précipiter moi-même cette fin douloureusement désirée. La seconde année de mon veuvage, c'est-à-dire dans la 42e année de ma vie, au cours de cette fuite inavouée devant l'existence désormais sans intérêt pour moi, et pour essayer de tuer le temps, je m'étais rendu, au mois de mars, à Monte-Carlo. À parler sincèrement, c'était par ennui, pour échapper à ce vide torturant de l'âme qui met en nous comme une nausée et qui voudrait tout au moins trouver une diversion dans de petits excitants extérieurs. Moins ma sensibilité était vive en elle-même, plus je ressentais le besoin de me jeter là où le tourbillon de la vie est le plus rapide. Quelqu'un qui n'éprouve plus rien ne vit plus que par les nerfs, à travers l'agitation passionnée des autres, comme au théâtre ou dans la musique. C'est pourquoi j'allais souvent au casino. C'était pour moi une excitation que de voir passer sur la figure d'autrui des vagues de bonheur ou d'accablement, tandis qu'en moi c'était une affreuse marée basse. En outre, mon mari, sans être léger, aimait assez fréquenter les salles de jeu, et c'est avec une sorte de piété spontanée que je continuais d'être fidèle à ses anciennes habitudes. C'est là que commencèrent ces 24 heures qui furent plus émouvantes que tout le jeu du monde et qui bouleversèrent mon destin pour des années.